Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. C'est la 58e émission de Si on parle de sport. Bonjour à tous et bonjour à toutes, et nous sommes très heureux de vous accueillir avec Pauline Gaston-Conduite. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour et merci à Brigitte Linder et ses équipes du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et de Profession Sport Animation 31, nos partenaires, qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 58e émission, nous accueillons Mathias Franz, conseiller technique de la Ligue régionale de triathlon Occitanie, Clément Boulot, agent de développement de la Ligue régionale de triathlon Occitanie, Sophie Raffi, présidente du Toulouse Université Club Omnisport et de la section hockey sur gazon, Benoît Gaillet, directeur technique national de la Fédération française de hockey sur gazon, Delphine Delru, joueuse de badminton professionnelle spécialiste du double mixte champion d'Europe 2024 avec son partenaire Tom Jikel et sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Bertrand Delas, conseiller technique régional responsable formation de la Ligue Occitanie de football, Gaëtan Prime, pilote moto sur le Tour de France et président du GSC Blagnac Vélosport 31, et Antoine Delegue, organisateur de l'événement Water Rugby, ancien joueur du Stade Toulousain et ex-ouvreur des Bleus. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour à tous bien sûr, et vous connaissez peut-être le 3 en 1 dans notre sommaire, 3 sports regroupés en un seul. Cela s'appelle le triathlon, un sport d'endurance combinant 3 disciplines, la natation, le cyclisme et la course à pied. Né dans les années 1970 à San Diego, ce sport a rapidement gagné en popularité grâce à ses défis physiques et mentaux uniques. Les athlètes enchaînent les épreuves sans interruption, démontrant une polyvalence et une résistance exceptionnelle. En 2024, les Jeux Olympiques de Paris offriront une scène emblématique pour le triathlon. Les courses se dérouleront au cœur de la ville avec des courses pittoresques mettant en valeur des sites historiques et culturels. Et en deuxième mi-temps, il faut éviter de leur chercher des crosses. Eux, ce sont les hockeyeurs sur gazon. Un fantastique sport collectif où 2 équipes de 11 joueurs s'affrontent munies d'une crosse, leur permettant de frapper dans une balle. Discipline olympique depuis 1908 et très populaire en France du Moyen-Âge à la Révolution. Les équipes de France seront présentes aux Jeux Olympiques de Paris. Les hommes débuteront leur premier match face à l'Allemagne et les femmes face aux Pays-Bas. L'occasion de découvrir ce sport de balle qui reste une discipline assez peu connue en France, bien différente du football ou du basket pour les plus curieux. Mais avant le coup d'envoi de cette 58e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Place aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Laurent, et on va commencer avec de l'athlétisme. Et oui, de l'athlétisme, et on va direction Monaco avec la Ligue de Diamant. Le meeting de Monaco a encore une fois offert une soirée étincelante vendredi avec un record du monde, le 9e de l'histoire du meeting, sur 2000 mètres, de l'Australienne Jessica Hull. En demi-fond, le Norvégien Jacob Ingebrigtsen a fait fort avec le 6e chrono de l'histoire et un nouveau record d'Europe sur 1500 mètres, 3 minutes 26 secondes et 73 centièmes. Côté français, Gabriel Tual a signé le 2e chrono de sa carrière avec 1 minute 42 secondes et 10 centièmes. Amandine Brossier a pulvérisé son record sur 400 mètres avec 50 secondes et 43 centièmes. Elle devient la 2e française de l'histoire à distance de la recordwoman de France, Marie-Josée Pérec, 48,25 centièmes. Et devant Floria Gay, 50 secondes et 84 centièmes. Il y avait aussi un meeting à la Chaux-de-Fonds en Suisse sur une piste propice aux performances. Le sprinter Ryan Zézé est devenu le 2e performeur français de l'histoire sur 200 mètres en cassant la barrière des 20 secondes avec 19 secondes et 90 centièmes. Toujours en athlétisme, mais on va continuer avec du triathlon cette fois et l'étape sprint du championnat du monde de triathlon d'Hambourg. La Française Cassandre Beaugrand s'est largement imposée samedi à quelques jours du triathlon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Emma Lombardi termine 5e et chez les hommes, Pierre Lecor a décroché le podium derrière l'Australien Matthew Hauser et le Portugais Vasco Villassa. Vincent Louis a pris la 6e place. Et oui, on en parle bientôt dans cette émission. On va passer à l'Ultra Trail, donc ces fameuses courses en montagne, Hard Rock 100 dans le Colorado aux États-Unis. Et c'est un Français, le Français Ludovic Pommeret, qui a brillamment remporté samedi la Hard Rock 100, c'est-à-dire 165 km, 10 118 mètres de dénivelé positif pour une altitude de 3350 moyenne, avec au passage le meilleur chrono de l'histoire. Passons désormais à l'escalade avec la Coupe du Monde de difficulté à Chamonix. La fratrie à Vézou de l'ES Massy aura fait vibrer Chamonix en finale de la Coupe du Monde de difficulté 2024.
Sam Avezou décroche l'argent chez les hommes et Zélia Avezou termine au pied du podium chez les femmes. Oui, une affaire de famille parce qu'ils sont frères, tous les deux frères et sœurs. De l'escalade, on va plonger dans la piscine avec la natation et du water-polo. Match de préparation aux Jeux Olympiques. Notre équipe de France a achevé son dernier tournoi de préparation des JO samedi à Budapest par une 3e défaite contre l'Italie 10-7 après avoir été battue par la Hongrie jeudi 9-9 et 5-3 au tir au but et le Japon vendredi 13-12. Toujours en natation, mais cette fois c'est de l'apnée avec les mondiaux indoor à Belgrade. Guillaume Bourdila, champion du monde d'apnée dynamique. Il a réalisé une performance de haute volée avec un impressionnant 300 mètres en dynamique monopalme. L'apnéiste de Grasse a décroché la médaille d'or. Ce 300 mètres est la meilleure performance mondiale de cette année. Voilà, et on respire maintenant, on inspire bien et on va au tennis de table avec le match amical. Notre équipe de France, hommes et femmes, s'est imposée 8-0 vendredi à Hennebont dans le Morbihan face à l'Égypte. En tennis cette fois avec le tournoi de Wimbledon, victorieuse de l'italienne Jasmine Paolini, 6-2, 2-6, 6-4 au terme d'une finale intense. La Tchèque Barbora Krejcikova a remporté le tournoi samedi. C'est son 2e titre du Grand Chelem en simple après Roland-Garros 2021. Et chez les hommes, Carlos Alcaraz a réalisé une superbe prestation face à Novak Djokovic pour facilement s'imposer 6-2, 6-2, 7-6 dimanche en finale et conserver son titre à Wimbledon. L'Espagnol, déjà vainqueur de Roland-Garros cette année, remporte à 21 ans son 4e titre du Grand Chelem. Et du tennis de Wimbledon, nous allons passer sur le cyclisme sur route avec rejoindre le Tour de France, une 2e semaine signée par Tadej Pogačar, UAE Emirates. Il a assommé la concurrence sur les 2 dernières étapes pyrénéennes du week-end. Le Slovène s'est imposé en solitaire au sommet du plateau de Beille, un col hors catégorie 15 km 8 à 7,79%. Dimanche, avec plus d'une minute d'avance sur son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard. Après 2 semaines de course, le meilleur Français au classement général est Guillaume Martin qui occupe la 16e place. Quelques mots de basket 3-3 féminin avec le World Series de Bordeaux. Battu en finale par l'Espagne 16-14, les Bleus terminent 2e de la Women's Series de Bordeaux. Leur dernière compétition avant les Jeux Olympiques de Paris. Oui, de 3, on va passer à 5 au basket avec un match de préparation au JO avec 2 balades contre une faible équipe de Finlande. L'équipe de France a su hausser le curseur intensité pour battre la Serbie 85-63 à Dessine. L'équipe de France masculine, elle, a été battue par une équipe d'Allemagne renforcée par ses cadres lundi 65-70. Elle a concédé une nouvelle défaite 67-79 face à la Serbie vendredi soir aussi à Dessine. Et cette fois, c'est du handball avec le match de préparation aux Jeux Olympiques. Les Françaises se sont largement imposées face à l'Angola 33-20 pour leur dernier match de préparation avant les Jeux Olympiques. Côté masculin, les Bleus, en configuration déséquilibrée par les blessures, se sont inclinés 35-30 samedi à Dortmund face à l'Allemagne pour leur premier match de préparation aux JO. Et on continue dans les préparations aux Jeux Olympiques avec du volleyball. La France s'est inclinée au tie-break 2-3 face à la République dominicaine samedi à Laval. C'était nos féminines qui se préparent, mais c'était un beau match. Toujours chez les féminines, et cette fois c'est du football avec le match de qualification à l'Euro 2025. Des Bleus entreprenantes ont battu la Suède vendredi soir à Dijon 2-1, validant ainsi leur qualification pour l'Euro 2025 qui se déroulera ensuite. Football, on passe à l'Euro 2024 qui s'est terminé récemment. La 17e finale de l'Euro a couronné l'Espagne. Au bout de 90 minutes disputées, la Roja s'est imposée face à l'Angleterre grâce à un but en décisif en fin de match, 2-1 donc, et est sacrée pour la 4e fois. Un record. La Roja aura ainsi remporté tous ses matchs dans la compétition, c'est-à-dire 7 matchs, malgré un tableau très relevé. En demi-finale, on notera l'Angleterre qui avait éliminé in extremis les Pays-Bas 2-1. L'équipe de France, elle, avait été dominée par cette Espagne, justement, individuellement, mais aussi tactiquement, et s'était inclinée 2-1. En football, toujours, mais là, pour l'équipe qui va participer aux Jeux Olympiques, avec Thierry Henry comme sélectionneur, l'équipe de France olympique a nettement dominé la République dominicaine 7-0, jeudi à Toulon, pour son 2e match de préparation au JO. Et troquons le ballon rond pour le ballon ovale avec le rugby à 13 et la Super League, portée par une excellente première période. Les Dragons catalans s'imposent à domicile face aux Anglais de Salford Red Devils lors de la 17e journée, 20-0. Et rugby à 15, retour donc au jeu après tout ce qui a pu se passer. Test match tournée d'été à Buenos Aires. Les Bleus n'ont pas réussi à reproduire leur bonne performance de la semaine passée et ont fini par s'incliner face à des Argentins revanchards, 33-25. Le mondial U20 nous a fait plaisir avec une demi-finale débridée. Les Bleuets, auteurs de 7 essais, ont pris leur revanche sur la Nouvelle-Zélande. Les Baby Blacks, comme on l'on dit, 55-31 dimanche pour composter leur billet de direction la finale. Ils vont retrouver l'Angleterre vendredi 19h et viseront un 4e sacre d'affilée. À suivre ce crutch entre France et Angleterre. Merci Laurent pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 avec un portrait de Delphine Delrue.
Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024. Dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons vous proposer de découvrir le parcours de Delphine Delru, joueuse de badminton professionnelle et spécialiste du double mixte, championne d'Europe 2024 avec son coéquipier Tom Jikel et sélectionnée aux Jeux Olympiques. Delphine Delru, bonjour. Oui, bonjour. Alors pour commencer, vous pratiquez le badminton à haut niveau. En avril dernier, vous avez été sacrée championne d'Europe en double mixte avec votre partenaire Tom Jikel. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de votre parcours en tant qu'athlète et ce qui vous a poussé à choisir ce sport ? Oui, du coup, j'ai commencé le badminton à l'âge de 7 ans à Épont-les-Envilles dans le Val d'Oise, du coup. J'ai fait du badminton un peu par hasard. Je voulais faire du sport étant jeune, mais j'avais pas encore trouvé ce qui me correspondait. J'avais essayé la gym et la danse, mais c'était pas trop mon truc. Et du coup, on m'a conseillé d'essayer le badminton parce que c'était assez ludique et qu'on s'amusait et qu'on progressait vite. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis mise au bad et j'ai de suite aimé le côté comme il disait ludique. On s'amusait beaucoup, on se dépensait beaucoup aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai continué le badminton et du coup, je suis rentrée en équipe de France à l'âge de 11 ans. Chez les jeunes et depuis j'ai jamais quitté l'équipe de France et là ça fait 8 ans que je suis à l'INSEP et du coup avec mon partenaire ça fait 8 ans qu'on joue ensemble aussi et on a été champion d'Europe du coup il y a 2 mois. Et alors comment se sont passées les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés lors de ce processus ? Du coup pour la qualification olympique au badminton ça dure 1 an donc c'était de avril 2023 à avril 2024. Donc c'était une très longue année. On n'a pas très bien commencé la qualification, mais on a su rebondir à la fin de l'été, donc en août 2023, avec une super tournée asiatique en faisant une finale en Chine sur un des plus gros tournois de l'année et un quart de finale à Hong Kong après. Donc ça a été vraiment le déclic, je pense, qui nous a permis d'être plus serein dans le reste de la qualification. Et du coup, on a super bien terminé en mars avec un quart de finale aux IFB, une demi-finale en Espagne et le titre de champion d'Europe. Et du coup, le plus gros défi qu'on a eu à relever durant cette qualification, c'était on a eu un changement d'entraîneur durant l'été. Donc en août 2023, on a changé d'entraîneur en cours de qualification. Et c'est ça qui a fait aussi qu'on a réussi à mieux jouer par la suite. Et alors, comment se déroule votre préparation pour les Jeux ? Peut-être pouvez-vous nous donner un aperçu de votre routine d'entraînement et des aspects sur lesquels vous vous concentrez le plus ? Oui, du coup, la préparation, elle a commencé il y a déjà 3 semaines. Donc, on était parti sur 6 semaines de prépa intense à l'INSEP, notre camp d'entraînement. Depuis 3 semaines, c'est des grosses semaines. On s'entraîne du lundi au samedi avec 2 entraînements par jour de 2h à 2h30. On fait beaucoup de badminton pour développer le côté technique et on fait pas mal de muscu et de cardio pour le côté physique. Et du coup, à partir de la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus axé sur les matchs et les confrontations avec d'autres paires de mixtes. Et quels sont vos objectifs pour ces Jeux Olympiques de Paris ? Alors, nos objectifs, c'est d'abord de faire mieux qu'à Tokyo, donc c'est-à-dire de sortir de poule et d'aller en quart de finale. Ça, c'est le premier objectif. Et ensuite, en quart de finale, tout est possible. Du coup, ça serait d'aller chercher une médaille après par la suite. Mais première étape, ça serait les quarts de finale. Et alors, pour conclure cette interview, que représente pour vous cette sélection pour les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à domicile en France ? On était hyper fiers de pouvoir se qualifier pour les Jeux de Paris. C'était l'objectif de ces 2-3 dernières années, de se qualifier pour les Jeux de Paris. De pouvoir jouer devant notre famille, nos proches, etc. Ça va être incroyable. Et on voulait vraiment vivre une vraie expérience des Jeux parce que Tokyo c'était sous Covid, donc c'était un peu spécial. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir vivre des Jeux et encore plus à domicile. Un grand merci Delphine pour ce témoignage et bon courage pour les Jeux à venir. Merci beaucoup. Merci Delphine pour votre témoignage. Bonne préparation pour ces Jeux Olympiques. Nous suivrons avec plaisir et croisons les doigts pour la médaille. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Clément Boulot et Mathias Franz. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Retour dans l'émission Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Clément Boulot, agent de développement de la Ligue régionale de triathlon Occitanie, et Mathias Franz, conseiller technique de la Ligue régionale de triathlon Occitanie.
Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots chacun votre tour ainsi que votre passion pour le triathlon ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Clément Boulot. Moi, j'ai commencé par un emploi d'entraîneur de triathlon sur Carcassonne il y a 5 ans. Et puis de là, je suis passé sur un emploi à la Ligue Occitanie de triathlon où je suis agent de développement depuis 3 ans. Et donc, je développe la pratique du triathlon sur la région Occitanie avec un accompagnement des clubs, de la communication et un aspect sportif avec Mathias. Oui, bonjour. Du coup, Mathias, pareil, passionné de triathlon car pratiquant depuis de nombreuses années, d'où la passion. Et du coup, conseiller technique à la Ligue sur Toulouse depuis maintenant 2020. Voilà, principalement en charge du projet sportif de la Ligue, avec notamment les stages jeunes, les circuits de champions, les régionaux, une mission aussi sur l'aspect sportif au niveau national et un peu la formation aussi. Alors Mathias, les Jeux de Paris débutent dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous décrire le parcours de triathlon de cette édition des Jeux Olympiques ? Oui, donc le parcours donc sur un format olympique, donc c'est-à-dire 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Donc voilà, le départ de natation se fera depuis le pont Alexandre III, donc pour nager dans la Seine en 2 boucles, donc avec une sortie australienne, suivi de 40 km de vélo en 7 boucles de 5,7 km et enfin le parcours à pied de 10 km composé en 4 boucles de 2,5 km. Donc un parcours urbain, spectaculaire et en plein cœur de la capitale. Et quels sont les principaux défis que pose ce parcours aux athlètes ? Du coup, le défi, déjà l'horaire de course, les départs sont donnés à 8h du matin, ce qui est peu commun dans le triathlon. Donc un départ plutôt matinal, on va dire. Et donc voilà, ensuite si on reprend les disciplines, donc une natation qui se fera dans la Seine, donc avec un courant de dos au départ, puis du coup de face au retour, avec donc on l'a dit 2 boucles à faire, donc une sortie à l'australienne qui permettra déjà de voir un petit peu les écarts et ceux qui sont déjà bien placés. Donc voilà pour la natation. Ensuite une transition avec quelques marches à remonter du pont Alexandre III pour arriver dans l'aire de transition. Un vélo en 7 tours, on l'a dit, avec des portions sur des pavés, notamment sur les Champs-Élysées, où on retrouvera sur cette partie-là notamment une partie en faux plat montant. Donc ça peut être intéressant sur les dynamiques de course. Et enfin, le parcours course à pied ne présente pas de difficultés particulières, si ce n'est que ce sera un parcours assez rapide et l'enjeu qu'il y a derrière risque d'être une partie très importante et spectaculaire. Et alors Clément, il y a eu beaucoup de discussions autour de l'épreuve de natation qui va se dérouler dans la Seine. Comment les athlètes se préparent-ils à cette particularité environnementale ? Alors il n'y a pas réellement de préparation particulière. La réelle préparation que vont faire les athlètes, c'est par rapport à toutes ces spécificités du parcours que Mathias a cité. Après, pour les athlètes ont l'habitude de nager aux 4 coins de la planète, dans différents plans d'eau, des rivières, des ports, des lacs, la mer, etc. Donc pour eux, de nager dans la Seine ou de nager autre part, il n'y aura pas plus de préparation, il n'y aura pas une préparation spécifique. Eux, ils ont hâte de nager, de faire du triathlon sur cette épreuve olympique. Donc pour eux, c'est pas un problème que ça soit dans la Seine ou pas dans la Seine. Il y aura une préparation bien sûr spécifique sur le fait d'avoir à nager contre le courant et face au courant sur l'épreuve. Mais pour eux, voilà, l'idée de pollution de la Seine, comme on peut entendre, ça rentre pas du tout dans leur préparation. Alors justement, en parlant des athlètes, Mathias, comment sont composées les équipes masculines et féminines de triathlon pour cette compétition ? Peut-être y a-t-il des athlètes de la région sélectionnés ? Oui, alors faut savoir que sur les épreuves individuelles, donc hommes et femmes, il y a 55 partants, donc 55 hommes et 55 femmes, suivi du coup 3 jours après de l'épreuve de relais mixte où justement du coup les nations pourront présenter des équipes de 4 athlètes, donc composées donc de 2 hommes et de 2 femmes. Donc les équipes sont composées des meilleures nations qui peuvent présenter une équipe de relais mixte au minima de 2 filles et 2 garçons. Pour les meilleures nations au ranking mondial à la fin de la période de présélection olympique, les nations peuvent obtenir jusqu'à 3 dossards. Donc, ce qui est le cas de l'équipe de France, nous avons 3 dossards chez les hommes et 3 dossards chez les femmes. Donc on peut reciter les athlètes. Chez les femmes, nous avons Cassandre Beaugrand, Emma Lombardi et Léonie Perriot. Et chez les garçons, nous avons Dorian Coninx, Léo Bergère et Pierre Lecor. Donc on n'en a pas, parmi ces athlètes, il n'y en a aucun qui est licencié en Occitanie. Par contre, nous avons des athlètes qui s'entraînent à l'année en Occitanie, notamment Pierre Lecor du côté de Montpellier. Et après, pour des stages terminaux, notamment sur les feux de l'altitude, les athlètes se retrouvent généralement souvent sur le site de Font-Romeu en Occitanie. Alors tu viens de citer les 6 athlètes français qui vont participer aux Jeux Olympiques. Quels sont vos pronostics à tous les deux concernant les chances de médaille pour ces triathlètes français ? On
on espère 6 médailles olympiques pour 6 athlètes. Ça serait vraiment le Graal, mais bon, on peut pas, voilà, on est un peu chauvin, on aime notre sport et puis on le voit évoluer, mais non, plus sérieusement, chaque athlète chacun des 6 athlètes a déjà gagné sur un format WTCS pendant la période olympique, donc la WTCS qui est le plus haut niveau de compétition internationale. Donc chacun a gagné, sauf Emma Lombardi qui a déjà fait podium, si je dis pas de bêtises. Donc tous ont leur chance. Après, il y aura quand même une grosse concurrence avec des athlètes qui, sur des grands rendez-vous, sont toujours présents, notamment chez les garçons avec Alex Yee, le Britannique, et Hayden Wild, le Néo-Zélandais. Et après, les Français seront là aussi, ils se mêleront à la bagarre. Donc, en pronostic, peut-être pas citer un nom, mais au moins une médaille d'or. Oui, au moins chez les garçons ou chez les femmes, une médaille d'or. Mathias, un pronostic ? Oui, je rejoins Clément sur le fait que la France, depuis les dernières années, est une nation forte du triathlon. Sur les 3 garçons cités, nous avons le champion du monde en titre, Dorian Conex. Nous avons Léo Bergère qui était champion du monde l'année d'avant, donc en 2022. Nous avons Pierre Lecor qui a fait un podium ce week-end sur la série championnat du monde à Hambourg, donc qui est en forme. Et voilà, pareil, Clément l'a cité, mais Cassandre Beaugrand a regagné ce week-end une manche de série mondiale. Léonie Perriot l'a fait aussi cette année sur Yokohama. Emma Lombardi a fait des podiums, n'en a pas gagné, mais est actuellement leader de cette série championnat du monde. Donc nous avons entre guillemets tous les feux au vert pour du côté individuel comme du côté du relais mixte pour prétendre à une médaille et on espère du meilleur métal possible. Et alors justement, comment les triathlètes français se sont-ils préparés pour cette compétition ? Du coup, vas-y Clément, si tu veux. Oui, on peut. Oui, bien sûr, Mathias, tu me compléteras, mais en fait, ils redescendent là d'un stage en altitude pour la plupart. Ils étaient sur Font-Romeu. Ils préparent cette épreuve comme une épreuve classique de WTCS. Ils veulent pas se mettre plus de pression qu'on peut avoir sur une épreuve de Coupe du Monde habituelle. Ça amènerait sûrement beaucoup plus de stress, de rendre un peu trop mythique cette épreuve. Donc ils font leur préparation normalement. Ça va être l'apogée de leur préparation depuis 4 ans avec tous les moyens qui ont été mis en place par la fédération et par les athlètes depuis toute cette période. Donc voilà. Mais après un stage en altitude et là ils sont en période un peu la dernière compétition internationale est passée ce week-end à Hambourg. Donc là maintenant c'est arriver le plus frais possible pour les Jeux Olympiques. C'est ça. Pour compléter Clément, en effet, chacun s'est préparé un petit peu sur son lieu d'entraînement habituel tout au long de l'année. Et après, voilà, ils avaient un stage commun équipe de France sur le site de Font-Romeu pour profiter des bienfaits d'altitude. Et on sait qu'il y a 2 fenêtres possibles à leur redescente, soit juste après le stage, soit entre 15 et 25 jours après. Donc c'est ce plateau-là qui vise sur ce pic de forme. Donc chacun est rentré dans les structures. Et après, voilà, la particularité aussi, c'est que la fin de préparation, quand ils iront sur Paris, les athlètes ne seront pas au village olympique. Ils resteront dans un hôtel à part pour vraiment être focus sur leur course et peut-être éviter toute pression médiatique qui pourrait être créer du stress en plus. Donc ils sont vraiment bien entourés au niveau de la fédération et eux savent ce qu'ils doivent faire. Donc on est très confiants pour eux. Et alors est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des résultats récents des triathlètes français dans les compétitions internationales ? Oui, du coup il y a eu une dernière Coupe du monde le week-end dernier où certains athlètes ont fait le choix d'y aller. Donc notamment Pierre Lecor qui fait un podium, qui fait 3e. Cassandre Beaugrand qui gagne la course du côté des féminines, Emma Lombardi qui se glisse à quelques secondes du podium proche de Cassandre. Donc tout ça sont des bons indicateurs et voilà, comme on l'a dit sur les athlètes sélectionnés, chacun ont déjà réalisé cette année un podium en WTCS, sauf Emma Lombardi, mais qui est actuellement leader de la série. Donc tous les voyants sont ouverts et à mon avis, ils arriveront à leur pic de forme au bon moment. Et on a parlé donc des Jeux Olympiques. Clément, quelles sont les chances de médaille pour la France en triathlon paralympique, avec notamment Alexis Anquincan, qui a récemment été désigné porte-drapeau de la délégation française ? Alors oui, c'est vrai que le paratriathlon, depuis quelques Olympiades, c'est intégré au programme. Donc on a bien sûr Alexis Anquincan qui est notre
figure du paratriathlon en France, champion olympique, la dernière Olympiade. Donc là, la fédération a sélectionné le 10 juillet dernier un groupe de 21 athlètes, donc 4 guides, pour participer aux Jeux paralympiques. Donc dans les différentes catégories de handicap qui sont représentées au niveau paralympique. Parmi ces 21 athlètes, on a de grandes chances de médaille de par Alexis Quincan, mais on va avoir aussi des chances de médaille avec Jules Ripstein par exemple, ou Élise Marc, qui sont très bien placés au niveau international sur chaque compétition. Et alors pour conclure cette interview, on sait que les Jeux Olympiques risquent d'attirer de nombreux adeptes dans toutes les disciplines. Quels conseils vous pourriez donner chacun votre tour à des jeunes ou des moins jeunes qui souhaitent se mettre au triathlon? Mais moi, le premier conseil que je leur donnerais, ça serait de se lancer. C'est une épreuve qui peut faire peur parce que on a un peu trop, mais encore l'image change de plus en plus, mais un peu trop cette image d'effort surhumain, d'enchaîner 3 épreuves. Mais en fait, c'est pas si compliqué. Il faut pas voir cette discipline comme quelque chose d'inaccessible. Venez essayer, c'est vraiment accessible à tous. On a 13 formats différents, en fait 13 disciplines différentes avec du bike and run, du duathlon, du swim run, du swim bike, etc. Sous l'égide de la Fédération française de triathlon. Donc en fait, ça permet d'avoir une multitude de possibilités pour tous les publics et que chacun puisse trouver en fait la discipline qui l'intéresse le plus. Donc venez essayer, on a 98 clubs en France, en Occitanie qui peuvent vous accueillir. On est 4600 licenciés actuellement. Venez avec nous, voilà, c'est le meilleur conseil que je peux leur donner. Mathias, un conseil? Oui, pour compléter Clément, voilà, c'est un sport qui est quand même assez ludique de par le fait des enchaînements. Donc entre guillemets, tout le monde sait plus ou moins courir et pédaler. De la natation, voilà, il y a des formats qui sont vraiment accessibles à tous. On a des clubs formateurs, des clubs avec des écoles de triathlon labellisées qui permettent de proposer aussi des séances d'essai courant le mois de juin ainsi que le courant du mois de septembre, avec des opérations mises en place par la fédération comme Rentrer Bouger ou Bouger c'est l'été, qui permettent du coup d'accueillir des néo-pratiquants pour s'essayer au triathlon et ainsi qu'aux disciplines enchaînées. Donc voilà, il y a aussi d'autres formats que le triathlon qui peuvent être essayés, comme le duathlon, le cross triathlon. Il y a aussi voilà, on l'a dit, le swimrun. Nous avons aussi le raid. Donc voilà, tout ça, on a des clubs. Clément l'a dit, on a presque 100 clubs en Occitanie qui peuvent vous accueillir, avec pour les plus jeunes des écoles labellisées, des éducateurs formés et diplômés qui vont du coup accompagner ces néo-pratiquants. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur notre site internet de la Ligue, donc www.triathlonoccitanie.com, ou nous écrire aussi directement à Clément ou moi ou à toute l'équipe de la Ligue. On répondra avec grand plaisir aux interrogations. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sur les compétitions, prendre contact avec les clubs. Et voilà, c'est un sport qui est génial et adapté à tous, jeunes comme adultes, avec plein de formats et de disciplines. Un grand merci à tous les deux pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour tous vos projets et le développement du triathlon en Occitanie. Et j'ai envie de dire bons Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous aurons le plaisir de vous recevoir à nouveau dans l'émission quand vous le voulez. Merci à vous et merci pour l'invitation. Merci à vous et bons Jeux Olympiques. Place à la chronique Euro 2024 de football avec Bertrand Delas. L'Euro 2024 de football est terminé avec la victoire de l'Espagne. Nous revenons sur cet Euro avec notre spécialiste Bertrand Delas, qui est directeur pôle espoir masculin et féminin à la Ligue Occitanie de football. Bertrand, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous vos auditeurs. Merci en tout cas de revenir vers nous et de nous faire un peu de ton analyse technique. Retour sur cet Euro de football 2024. La France s'est finalement inclinée en demi-finale après avoir éliminé difficilement le Portugal en quart devant cette équipe d'Espagne au football enthousiaste. Quelles sont tes impressions sur cet arrêt de l'équipe de France ? Je pense que l'arrêt de l'équipe de France est assez logique puisqu'on a perdu face à la meilleure équipe du tournoi. Et puis ça a montré aussi les limites du moment de l'équipe de France. À savoir qu'à un moment, même si on a une assise défensive solide, si on n'arrive pas à marquer, si on n'arrive pas à produire du jeu, ça devient compliqué quand on avance dans la compétition. Oui, en fait, on sentait qu'il y avait un peu de frein à main dans cette équipe de France. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait peut-être pas de lien entre les joueurs ? Comment tu vois ça, toi ? Je pense que du lien, il y en avait. Maintenant,
face à l'équipe espagnole beaucoup plus mature dans le jeu, beaucoup plus collective. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression d'avoir une équipe face à des individualités en équipe de France. Donc ça nous a posé quelques problèmes. On a réussi à tenir le cap le temps que l'adversaire nous permettait, mais en demi-finale, faut reconnaître qu'on est tombé face à un adversaire beaucoup plus solide que nous dans tous les compartiments du jeu. Toi qui es technicien, on a eu beaucoup de critiques, on a entendu sur le travail de Didier Deschamps par rapport à cette équipe. Comment tu partages toi un peu les torts ou pas, ou les erreurs commises? C'est difficile de juger quand on est de l'extérieur. Moi, le constat que je fais, c'est qu'on s'est appuyé sur une animation défensive d'abord, parce qu'on sait que dans les grandes compétitions, il faut quand même prendre peu de buts avant d'en marquer. Je dirais que le problème majeur, ça a été surtout après sur le plan offensif, où nos armes offensives n'étaient pas au rendez-vous. Ce qui fait que à un moment, tu as beau défendre, je dirais ton but, empêcher l'adversaire de marquer. Le foot, ça reste marquer un but de plus que l'adversaire pour franchir les différentes étapes. Ouais, si on marque pas de but, on peut pas vraiment forcément gagner. Alors on va passer sur le deuxième volet quand même, qui est le côté positif, parce que c'était du football, c'était l'Euro. Dimanche, le football a récompensé la meilleure équipe, je pense, de cet Euro, qui a redonné de l'éclat au principe collectif et à l'ambition du jeu. Sacré face à l'Allemagne en finale 2-1, l'Espagne a remporté les 7 rencontres qu'elle a disputées avec 15 buts marqués et 4 buts. 15 buts marqués et 4 buts encaissés. Un petit regard sur cette belle équipe d'Espagne. Oui, je dirais qu'avant même d'aborder l'équipe espagnole, je trouvais que c'était un bilan quand même mitigé sur la qualité de jeu produite par les différentes équipes, mis à part quelques exceptions. Et là-dedans, heureusement, je dirais que la Rora a survolé cet Euro, parce que elle a proposé à la fois du contenu dans son jeu et à la fois de l'efficacité. Elle a allié à nouveau les deux éléments, ce qui lui avait permis de remporter consécutivement les Euros et la Coupe du Monde 2008, 2010, 2012. Et là, elle a retrouvé, je dirais, une certaine efficacité qu'elle avait perdue pendant une dizaine d'années. Alors, j'ai envie de dire, globalement, toi, comment tu juges un petit peu, quelles sont tes réactions par rapport à cet Euro dans l'ensemble? Déjà, je suis plutôt content que ce soit l'Espagne qui a produit la meilleure qualité de jeu, qui soit sorti vainqueur de ce tournoi. Après, comme j'ai dit, un bilan assez contrasté. On a quand même vu des équipes assez timorées dans le jeu, ou bien qui manquaient de lien entre les joueurs. Je pense à la France, à l'Angleterre, les Pays-Bas, qui n'ont pas produit dans le dernier carré beaucoup de jeux. Et à contrario, on a eu quelques équipes, donc l'Espagne qui a vraiment, pour moi, survolé ce tournoi. Et puis après, des équipes comme la Géorgie, comme la Turquie, comme la Suisse, qui ont produit un jeu plutôt intéressant, pas pu aller au moins jusqu'au dernier carré, mais qui ont posé des difficultés et qui nous ont un peu enthousiasmés devant notre écran. Ouais, je crois qu'en fait, il y a plein d'équipes qui sont en train aussi de se former, et l'avenir en Europe va être intéressant, parce qu'il y a peut-être un inversement aussi, des puissances en fait au niveau de la formation. Alors, je sais pas s'il y a un inversement des puissances, mais on voit bien que l'élite se resserre, qu'il n'y a plus de match facile, même dès les phases de groupe. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que ça doit nous questionner, remettre en question de manière perpétuelle la formation de nos joueurs. Je pense que nous, on est dans une période de transition où on perd quelques leaders importants de cette équipe depuis la dernière Coupe du Monde. Et il faut reconstruire. On a des jeunes qui arrivent qui sont quand même assez intéressants. Je trouve que, par exemple, une belle révélation, c'est Saliba. Une belle confirmation, c'est Maignan, par exemple. Et puis on a des jeunes comme Barcola qui arrivent derrière, comme Zaïre Emery qui vont prendre sans doute le relais. Mais bon, on va dire que sur cette compétition, on était un peu en phase de transition. Bon, on va les suivre maintenant. Prochaine étape, toi footballeur et comme nous tous qui aimons le football, ça va être ces fameux Jeux Olympiques. On va voir un peu ce que effectivement ces espoirs quelque part vont nous apporter. Exactement, dans un tournoi quand même important, majeur, ça permet de voir un peu quels sont les jeunes qui vont se révéler et qui vont peut-être pouvoir taper à l'équipe de France A
rapidement et je dirais donner un nouvel élan à cette sélection qui j'ai trouvé un petit peu à bout de souffle sur ce tournoi, et je pense que des éléments nouveaux vont pouvoir insuffler un nouvel élan pour le futur. Merci en tout cas de nous avoir apporté ton éclairage de technicien sur cet Euro de football 2024. Merci à la Ligue Occitanie de football qui nous a permis d'avoir cet échange sur cet événement. Tu es le bienvenu quand tu veux, et puis peut-être qu'on se retrouvera avec un petit clin d'œil, un petit coup de fil pendant ces Jeux Olympiques, parce que je sais que tu seras au plus près de ce qui va se passer là-bas. Écoute, merci pour l'invitation, et toujours un plaisir de partager notre passion qui est le football et l'analyse du jeu. Donc ce sera avec plaisir si j'ai la possibilité de répondre favorablement. Merci beaucoup, c'est la mi-temps, retour au vestiaire, et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Sophie Raffi et Benoît Gallet. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail, contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Sophie Raffi, qui est vice-présidente de la Fédération française de hockey sur gazon, présidente du Toulouse Université Club Omnisport et de la section hockey sur gazon, ainsi que Benoît Gallet, qui est directeur technique national à la Fédération française de hockey sur gazon et qui est en ligne avec nous. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, on va commencer simplement, une petite présentation tous les deux de votre parcours personnel et professionnel. Et surtout, la belle question, c'est qu'est-ce qui vous a amené dans cette passion du hockey ? Alors, on commence par l'un des deux, ou Madame la Présidente, allons-y. Bon, moi, donc, je suis absolument pas adepte du hockey à la base. C'est durant un séjour de 5 ans en Angleterre où ma fille a joué et mon fils également. Et en revenant, elle m'a dit, maman, je veux jouer au hockey. Donc, on a cherché un club, c'était le TUC. De maman accompagnatrice au bord des terrains, j'ai fini présidente de cette section, puis présidente de l'Omnisport et maintenant vice-présidente de la Fédération française de hockey. Alors, la passion, elle est venue par la fille, en fait, si j'ai bien compris. Exactement. À toi, Benoît. Oui, alors bonjour à tous, je suis Benoît Gallet, je suis directeur technique national placé auprès de la Fédération française de hockey, c'est-à-dire que je suis agent du ministère des Sports et détaché sur la Fédération française de hockey pour accompagner cette fédération dans son projet de développement et dans son projet de performance qui fait sens à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Pour ma part, j'ai découvert le hockey tardivement à l'université, dans le cadre de la fac de sport où il y avait des activités, des entraînements de hockey sur gazon, et je me suis passionné pour ce sport, formé, et aujourd'hui c'est mon métier. Ah bah superbe, beau parcours. Quand on fait ce qu'on aime en plus, c'est extraordinaire. On va vous demander, Sophie et Benoît, tu peux intervenir là-dessus, mais brièvement pour nos auditeurs, resituer un peu ce qu'est le hockey sur gazon, quelques éléments techniques pour qu'on comprenne bien. Alors le hockey sur gazon est un sport olympique qui se joue depuis l'Antiquité, on va dire, et ça se joue donc à 11 personnes sur le terrain, donc 10 joueurs de champ et un gardien ou une gardienne, et ensuite ça se joue sur un petit terrain de foot, et avec une balle et une crosse de hockey. On a le droit de taper la crosse qu'avec une seule partie, la partie plate de la crosse.
Oui, on se tape Et pas après, le but... Oui, on tape pas avec la crosse sur les autres, on est d'accord. Du tout. Et le but, c'est de marquer le plus de buts pour gagner la partie. Ok, donc c'est ça, c'est du hockey sur gazon, c'est passionnant à regarder. C'est un sport qui existe depuis très longtemps finalement et on a malheureusement peu de connaissances ou une mauvaise connaissance de ce sport-là. On est très content de pouvoir en parler encore aujourd'hui. Les Jeux Olympiques vont se jouer donc à Paris, Benoît, tu l'as dit, c'est l'occasion de mettre en lumière cette discipline. Comment vont se dérouler ces fameuses épreuves de hockey sur gazon qu'on attend ? Alors il y a 2 tournois olympiques pendant les Jeux de Paris 2024, un tournoi masculin et féminin. La France sera représentée avec ses 2 équipes de France qui se sont qualifiées pour participer à cette magnifique compétition. Chaque tournoi, hommes et femmes, réunit 12 équipes qui se sont qualifiées soit en étant champions de leur continent, soit à travers des tournois qualificatifs aux Jeux qui réunissent donc quasiment les 12 meilleures nations du monde. Il y a 2 poules de 6, donc la France sera dans une des poules de 6, avec une première semaine. Les tournois de hockey commencent dès le premier jour des Jeux Olympiques, le 27 juillet, dans 10 jours. Et donc la première semaine, c'est la phase de poule, et les 4 premiers de chaque poule se rencontreront ensuite pour des quarts, demi et finale. D'accord. Là, c'est uniquement les 4 premiers, donc c'est sévère. Il faut sortir de ce premier de sa poule, si je comprends bien. Il faut, dans les 4 premiers, il faut gagner au moins 2 matchs sur la phase de poule, voire plus pour être mieux positionné, puisque le 4e d'une poule croise avec le premier de l'autre poule. Donc, il vaut mieux quand même se mettre dans les meilleures dispositions dès la phase de poule pour avoir des adversaires abordables sur la partie quart de finale. Bon, on va souhaiter ça. Alors justement, ces fameuses compétitions elles vont avoir lieu dans un stade, on va dire mythique, qui est le stade olympique Yves du Manoir, pour tous ceux qui ont connu l'histoire de ce stade. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est une super opportunité que le hockey se déroule cette année sur le site du stade Yves du Manoir à Colombes. C'est vrai qu'on dit les Jeux Paris 2024, mais les Jeux vont aller dans différentes villes, Colombes, Marseille, d'autres villes aussi à Lille, et d'autres stades de ville avec notamment le football. Donc nous, ça sera à Colombes. Ce stade Yves du Manoir, c'était là où ont eu lieu les Jeux en 1924, donc il y a 100 ans. Contrairement peut-être à Paris 2024, l'ensemble des épreuves étaient en 1924 concentrées quasiment sur ce site rempli d'histoire. Et donc, pour ces Jeux cette année, ça sera consacré entièrement au hockey sur gazon. Ce site historique a été transformé, 3 terrains de hockey ont été construits, et puis ça sera un vrai héritage post-JO, puisque c'est là que la Fédération française de hockey posera ses valises, parce que ça sera le siège de la fédération après les Jeux, avec 2 terrains qui resteront pour le développement du hockey dans le nord-ouest de l'Île-de-France. Il faut souhaiter donc que ce stade soit de bon augure pour nos équipes de France, je dis bien donc garçons, féminines. On va en parler tout de suite, ces équipes françaises. Comment elles se sont préparées pour les Jeux ? Un événement historique pour le hockey français, forcément une préparation unique et importante. Depuis 2 ans, on a mis en place une structure d'entraînement qui réunit les athlètes plusieurs jours par semaine, 3 jours du lundi au mercredi, chose qui n'était pas simple puisque beaucoup de nos athlètes évoluent dans des championnats étrangers. C'est le cas de 84% chez les filles et un peu plus de 50% chez les garçons. Ils ont été réunis sur 2 camps de base, le Creps de Wattignies à côté de Lille et le Creps d'Île-de-France à Châtenay-Malabry, qui réunissent des conditions de préparation, que ce soit préparation physique, mentale, technique, médicale, hors normes, et qui ont pu être proposées à l'ensemble des athlètes. Une préparation qui s'est inspirée de ce qui se fait de mieux dans le monde. On a analysé la concurrence internationale, et donc les athlètes ont passé quasiment plus d'un tiers de l'année ensemble, aussi à travers des compétitions, Coupe du Monde, Championnat d'Europe. Donc on est fin prêt pour en découdre dans quelques jours. Alors c'est la première participation, je lisais ça, pour notre équipe féminine aux Jeux Olympiques. Exactement, tout à fait, c'est important de le souligner. Alors ça fait longtemps que le hockey français n'a pas été représenté aux Jeux, 52 ans. Les derniers Jeux du hockey français, c'était en 1972 avec l'équipe de France masculine. Le hockey féminin a intégré le programme olympique en 1980, tardivement malheureusement, comme beaucoup de disciplines sportives, de sport collectif. Et donc pour nous, ça sera une première participation de l'équipe de France féminine, à jamais les premières, et on espère qu'elles gagneront en expérience sur ce type d'événement
pour pouvoir reproduire ce type de performance et de qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Alors justement, quelques mots sur les sélectionnés, et puis est-ce qu'il y a quelques sélectionnés de l'Occitanie dans ces équipes? Alors la sélection, c'est un moment important pour les athlètes qui se préparent depuis des années et des années, depuis une quinzaine d'années, dès leur club où ils ont fait les premiers matchs. Et ensuite, ils ont participé à différentes épreuves de sélection. On a travaillé depuis 3 ans sur un groupe de 25 athlètes chez les hommes et pareil chez les femmes. Les Jeux Olympiques, c'est 16 sélectionnés par équipe, plus 3 remplaçants. D'accord. Donc la sélection a été importante. Et parmi ces personnes-là, il y a un joueur, un athlète, Lucas Monteco, qui a été formé à L'Île-Jourdain, et donc il représentera l'Occitanie dans l'équipe de France masculine, et il est réserviste. Mais les équipes de France compteront aussi Axel Guignard, qui est notre analyste vidéo dans le staff de l'équipe de France masculine, qui est agent de développement et conseiller technique sportif sur la région Occitanie en parallèle. Donc l'Occitanie sera aussi représentée dans le staff. Les Jeux Olympiques, c'est un peu plus de 300 volontaires du hockey. On a essayé de rassembler l'ensemble des clubs. Et il y aura aussi quelques volontaires de clubs de hockey, l'Île-Jourdain, le TUC, qui seront présents dans l'organisation des Jeux Olympiques du 27 juillet au 9 août. Alors Madame la Présidente, un petit mot là-dessus, justement, la présence de tous ces hockeyistes sur place. C'est une grande fierté de pouvoir participer et je sais que tous attendent ça avec impatience, comptent les jours. Certains vont partir dès cette semaine déjà pour préparer cet événement, parce qu'il y a des matchs d'entraînement, il y a toute une organisation qui est faite avant même l'ouverture officielle des Jeux. Donc et après et aussi bien une des coachs du TUC, mais aussi de l'arbitrage aussi de ces équipes en match de préparation et organiser tout ce qu'il faut faire sur le terrain et à côté du terrain aussi. Bon, super, on va revenir un petit peu au sport, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Benoît, moi ce que j'aimerais que tu nous dises un petit peu, la Belgique chez les hommes est actuellement championne olympique, elle détient le titre, et chez les femmes ce sont les Pays-Bas. Quelles sont aujourd'hui les meilleures nations mondiales du hockey sur gazon? Le continent européen maintenant est très très bien représenté dans les meilleures nations du monde. Dans le top 5 mondial, on y retrouve 4 pays européens. La Belgique chez les hommes et depuis peu aussi chez les femmes qui est vraiment une équipe qui progresse. Les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre bien sûr puisque c'est un sport anglo-saxon et qui s'est développé historiquement dans l'Empire britannique. Donc voilà, ces 4 nations dominent le niveau international et viennent s'intégrer l'Argentine chez les filles et l'Australie pour compléter ce plateau du top 5. La Belgique est un modèle de référence pour nous, proche de chez nous, et qui en 15 ans a augmenté fortement son nombre de licenciés et est passé d'un pays qui ne se qualifiait pas aux Jeux à devenir sur les derniers Jeux Olympiques à Tokyo champion olympique. Donc c'est un vrai modèle de référence qu'on essaie de s'inspirer. On a aussi, il y avait de mémoire, il y avait des pays comme l'Inde aussi qui étaient très forts à l'époque. Exactement, l'Inde, l'Australie, le Pakistan, l'Afrique du Sud, des nations de l'Empire britannique. C'était des nations fortes, mais avec l'évolution des terrains, l'évolution de la préparation, voilà, aujourd'hui, ça changera peut-être, mais en tout cas, les nations européennes ont pris la domination sportive du hockey dans le monde. Alors, dans ce contexte-là, comment voyez-vous le parcours de nos équipes de France féminines et masculines qui vont donc quand même jouer à domicile avec, j'imagine, un public pour eux? Exactement, il y aura une énorme ferveur, c'est 10 000 spectateurs sur le terrain, le premier terrain de compétition, 6 000 sur le deuxième, donc il va y avoir beaucoup d'engouement. 60% des billets qui ont été vendus ont été par des Français. Donc c'est aussi les Français qui vont découvrir ce sport, qui vont être derrière nos équipes de France. On espère que ça va les transcender pour pouvoir défier les nations qui vont être très compétitives, puisque les 3 premiers du classement mondial chez les garçons et chez les filles sont dans la poule de l'équipe de France. Donc ça va être un gros challenge. C'est une participation depuis de nombreuses années. Donc voilà, l'objectif chez les garçons, ça va être de sortir de la phase de poule. L'équipe de France masculine est 9e mondiale, donc dans le top 10, et donc d'espérer d'aller chercher au moins un quart de finale serait déjà une énorme performance. Pour l'équipe féminine, ça sera plus compliqué. Elle est 20e mondiale, elle a été chercher sa qualification au jeu
puisqu'il fallait être dans le top 25. Maintenant, on est sur un projet de performance durable pour cette génération qui a 23 ans et demi de moyenne d'âge. Et donc, on espère concurrencer une équipe la moins classée en phase de poule, le Japon, qui sera un match sur lequel on fonde nos espoirs pour pouvoir avoir une victoire, la première victoire de l'équipe de France féminine aux Jeux Olympiques. Bon, c'est tout ce qu'on va leur souhaiter. Tous les matchs vont être télévisés. Tu peux nous dire ça, Benoît ? Quasiment tous. On travaille avec France Télévisions, entre autres Eurosport, qui sont les chaînes qui vont retransmettre les Jeux Olympiques. Beaucoup de médias, même radio, presse, ont été accompagnés, formés aussi pour parler du hockey. Et puis on aura des consultants de clubs de hockey, de la direction technique de la fédération, qui vont être affectés pour essayer de présenter du mieux possible le hockey et le rendre accessible à tous les Français qui auront le plaisir de regarder du hockey à la télé. Bon, on suivra aussi de notre côté avec intérêt tout ça et on n'oubliera pas de venir vous embêter un peu pour que vous nous donniez vous-même des infos. Sophie, avec grand plaisir en tout cas. Sophie, qu'est-ce qu'on peut espérer selon toi d'un tel événement pour le hockey sur gazon qui reste une discipline finalement assez peu connue en France et comment tu peux nous expliquer ça ? Déjà, c'est de la visibilité. Parce que je pense que, voilà, comme l'a dit Benoît, en plus, on va être télédiffusé ou diffusé ou dans les journaux ou autre. Donc ça va être la première chose. C'est qu'il va y avoir de la médiatisation. Qui dit médiatisation, c'est ce qu'on espère, c'est que on va rendre ce sport, plus connu des Français et qui vont y trouver peut-être l'intérêt de venir se rapprocher de nos clubs. Et on a organisé pour ça un plan post-JO au sein de la fédération pour pouvoir permettre nos clubs d'accueillir, d'organiser, de promouvoir et finaliser leur plan de rentrée, parce que on a un dogme qui est sorti de ce plan, c'est ose l'originalité. Inscris-toi au hockey. C'est sympa, c'est facile à retenir en tout cas. Alors les projets justement de développement pour surfer un peu sur cette vague des Jeux Olympiques, on va dire quel que soit le résultat, il y aura eu je dirais de la visibilité. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Alors bien sûr avec ton rôle de présidente sur la France, mais aussi sur l'Occitanie par rapport au développement. C'est qu'on accueille et on a la capacité d'accueillir de nouveaux adeptes du hockey et de nouveaux jeunes ou moins jeunes ou des personnes en situation de handicap, notamment en handicap plutôt psychique, parce que c'est un peu plus compliqué de pouvoir avoir des infrastructures avec des fauteuils, en tout cas sur l'Occitanie, parce qu'on a plus de difficultés à avoir des gymnases que d'être sur. On a un terrain et demi sur l'Occitanie sur lequel donc on peut encore accueillir un bon nombre de nouveaux joueuses et joueurs. Donc c'est ce qu'on espère, et après faut voir que le hockey c'est un sport qui est très ludique, qui est très technique, mais qui est très ludique, qui est familial, et dans lequel tous ceux qui viennent dans nos clubs n'y repartent pas, ou très très peu. En tout cas, on a un faible taux, en tout cas au niveau de l'Occitanie, de nos licenciés de départ. Donc ça c'est aussi quelque chose, parce que il y a une ambiance, il y a un esprit, il y a un esprit d'équipe, il y a un esprit qui se doit de perdurer dans le monde actuel. Voilà, c'est une famille, et je pense que ça c'est hyper important, et il faut qu'on continue à transmettre cette moi qui ai jamais joué, j'ai encore plus envie de transmettre cette volonté de pratiquer le hockey à tous les niveaux. Donc je pense que c'est un bel appel qui est lancé donc effectivement à tous les auditeurs qui nous écoutent et éventuellement les décideurs, les responsables de sport dans les communes. Pourquoi pas tenter cette expérience du hockey. Vous avez un bout de terrain que vous pouvez aménager. Pensez-y, en Occitanie, il y a de quoi faire. Il y a les terrains, il doit y en avoir. Avec un peu de volonté, il n'y a pas que les autres sports. Le hockey peut être aussi une discipline innovante. Voilà, c'est un petit message que je voulais passer en même temps parce que je suis aussi conquis par ce que vous proposez. Dernière petite question à tous les deux. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux qui veulent se lancer dans ce sport, le hockey, qui est un petit peu inconnu, mais qui a l'air d'être très ludique et passionnant? De rejoindre l'un des 135 clubs de la fédération. C'est un sport mixte, très ludique. C'est vrai que les équipes de France vont être la vitrine là dans quelques jours. Et on peut faire du hockey adapté, du hockey pour tous, du hockey à 7, du hockey à 3. Il y a différentes formes de pratique. Donc on a mis en place une licence découverte. Là, rejoignez un club gratuitement juste pour tester jusqu'à la fin du mois de septembre et puis au mois de novembre. Donc passer la porte de ces clubs qui ont une forte identité club. On a une convivialité comme beaucoup de sports, mais une convivialité qu'on réaffirme aussi dans nos clubs de hockey. Donc prenez une crosse, testez, découvrez
Et puis, c'est certain, vous serez emballé par ce nouveau sport. Un petit mot pour conclure, Sophie. Oui, rejoignez-nous. En tout cas, osez venir nous rencontrer parce que ça vaut la peine d'être testé. Il suffit juste même que d'une paire de baskets et d'un short ou d'une jupe. On propose même la crosse, on les prête, il y a aucun souci pour ça. Donc voilà, vous avez vraiment besoin que de l'envie et d'une paire de baskets. Alors, moi qui suis allé voir, donc vous pouvez aussi trouver des renseignements sur le superbe site qui a été fait par la fédération. Je le redis, je trouvais que c'était très pratique, très facile. Il y a des illustrations, des images, donc n'hésitez pas. Ce site, c'est le ffhockey.org ou alors sur l'Occitanie, vous avez hockey-occitanie.fr pour tous les renseignements. Merci à tous les deux pour vos témoignages et vos interventions dans cette émission. Et si on parlait de sport, nous, on va vous suivre, on va regarder ça pendant les Jeux Olympiques et on ne manquera pas de vous interpeller. Bonne continuation dans tous vos projets. Rendez-vous bien sûr le 27 juillet pour le début des Jeux Olympiques. Vous connaissez la formule, vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci à tous les deux. Et tout de suite, place au cyclisme avec la chronique Tour de France 2024. La chronique du Tour. Alors, dans cette chronique du Tour, nous retrouvons notre correspondant sur place, Gaëtan Prime, qui est pilote moto sur le Tour de France et président du GSC Blagnac Vélo Sport 31, qui va nous livrer ses impressions sur la deuxième semaine de course. Bonjour Gaëtan. Bonjour Laurent, bonsoir tout le monde. Alors, tu te trouves pas loin du plateau de Baye, ou du moins en liaison avec la prochaine étape demain qui partira, je crois, de Gruissan, c'est ça, non ? Oui, effectivement, on est arrivé sur Béziers, et effectivement pour prendre le départ demain à Gruissan. Alors, c'est une journée de repos bien méritée pour toi, mais aussi, j'imagine, pour tous les coureurs. Comment s'est passée cette fameuse deuxième semaine, et plus particulièrement, bien sûr, les deux belles étapes qu'on vient de vivre des Pyrénées. Une étape, la 15e, en fait, qui était, elle, de 4800 mètres de dénivelé positif sur près de 200 km. Ouais, tout à fait. On va dire que la première partie de semaine, ça allait, même si c'était pas forcément la plus évidente, mais c'est surtout la deuxième partie de semaine avec les deux étapes de montagne qui ont fait quand même beaucoup de dégâts au niveau physiologique des coureurs. Mais c'était vraiment impressionnant. Et puis ça a permis aussi de voir les leaders continuer à prendre de l'avance, et puis d'autres se sauver, notamment comme les sprinteurs qui sont rentrés hier à quelques secondes près dans les délais, quoi. Ouais, qui ont quand même profité d'être cette semaine pour marquer des points au niveau des sprinteurs. Ouais, tout à fait. On a vu aussi l'émergence du coureur de la Wanty-Gobert, qui claque une troisième victoire au sprint. Mais effectivement, après, on s'aperçoit que Pogačar a lancé les grandes manœuvres et la grande bataille contre Vingegaard, et qui continue à creuser son écart. Il s'est baladé sur les deux étapes du Pyrénées. Tactiquement, il a été bon, il a été rusé. Il a écœuré tous ses adversaires, en fait. D'après ce qu'on écoutait, puisque c'est vrai que quand on passe un peu la ligne, on écoute un petit peu ce qui se dit aussi via les médias. L'équipe, il avait travaillé cette année une nouvelle préparation en vue du Tour, et je crois que c'est une manœuvre gagnante pour le moment. Bon, à suivre, on va voir s'il n'aura pas, comme disent aussi certains médias, mais ça se dit, j'imagine, s'il va pas avoir son coup de barre lui aussi à un moment donné, puisqu'il y a encore des étapes de montagne à venir. Oui, il faut faire attention, parce que là, il n'a pas quand même non plus 10 minutes d'avance. Il a quelques minutes confortables, mais aujourd'hui, Vingegaard est quand même attentif, même s'il prend hier, je crois, 1 minute 1:08. Il n'a pas quand même tué encore tout à fait le Tour de France. Alors justement, ma deuxième question, direction Nice, avec cette fameuse arrivée du Tour de France qui est une arrivée inédite, puis à cause, on l'a dit, des Jeux Olympiques. Comment tu la sens, cette dernière ligne droite qui s'achèvera donc dimanche avec un contre-la-montre? Je rappelle, ce contre-la-montre 35 ans après le fameux duel légendaire, pour ceux qui ont bien suivi ça, avec Laurent Fignon et Greg LeMond, qui avaient vu la victoire de ce dernier avec 8 secondes. Est-ce qu'on peut espérer avoir une finale dans ce sens-là? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, parce que malgré tout, on pense que ça va être tout plat, mais il y a quand même de belles bosses à passer, dont la côte de la Turbie. Oui. Et puis surtout, faut pas oublier derrière quand même le col d'Èze. Je pense, si les deux hommes forts, ça peut faire une très très grosse bataille, une très grosse guerre. Maintenant, de là à les séparer de 8 secondes, moi j'y crois pas spécialement, parce qu'on va quand même continuer à attaquer derrière, même si on a 2 étapes là où ça va être un peu plus calme, s'il n'y a pas de vent, parce qu'il faut toujours faire attention à ces étapes un petit peu de transition quand ça part un petit peu des Pyrénées direction les Alpes. S'il y a du vent, ça pourrait changer
changer les manœuvres, notamment sur des coups de bordure où ça pourrait amener d'autres difficultés. Mais après, il faudra quand même attaquer les Alpes. Et là, je pense qu'on peut continuer à espérer d'avoir du grand spectacle. Donc là, tu nous mets un peu l'eau à la bouche, c'est-à-dire que tu nous incites vraiment à suivre la 3e semaine qui va être chargée en fait. C'est vrai que quand on est passionné de vélo et qu'on aime ça, on attend encore, on espère encore beaucoup. C'est vrai que moi j'aimerais bien que pour le spectacle que Vingegaard revienne un peu dans le match pour laisser le suspense jusqu'au bout. Tu rappelais tout à l'heure les fameuses secondes légendaires entre Fignon et Greg LeMond. Là aussi, c'est pareil. On espère toujours un match comme ça. C'est vraiment le top. Maintenant, je pense que il faudra attendre la deuxième partie dans l'arrivée des Alpes pour voir un peu ce que ça va donner. Entre les deux grosses armadas, il va y avoir quand même encore un gros match à se livrer. Je pense qu'on va pas être au bout de nos surprises. Alors, tu pousses un petit pronostic pour la fin ? Je voudrais pas me faire des ennemis trop facilement, mais ça serait beau que Vingegaard ramène un troisième titre à la maison. Maintenant, après, je sais que Pogačar a tout son avantage pour être le prochain vainqueur du Tour de France. Bon, c'est ce qu'on va suivre avec intérêt. En tout cas, merci pour ton témoignage et ce rendez-vous donc pour un débriefing bientôt final de ce Tour de France dans une semaine. Bonne semaine à toi, bonne route et puis on t'attend pour ton analyse finale de ce Tour de France. Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt. Et tout de suite, place à la prolongation avec la Minute Olympique. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et on se retrouve pour la Minute Olympique. À 9 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, retour sur un fait marquant depuis la création des Jeux Olympiques modernes. C'est parti pour la Minute Olympique. Et si nous mettions à l'honneur un célèbre champion français du saut à la perche ? Je veux bien sûr parler de Pierre Quinon, le premier perchiste français en or. En 1983, il bat le record du monde en sautant une barre à 5,82 m. Il détient ce record durant quelques jours. Puis en 1984, lors des Jeux Olympiques de Los Angeles, il profite de l'absence du recordman du monde de la discipline, Sergei Boubka. Pierre Quinon se montre le plus performant. Malgré une cuisse douloureuse, il a réussi à franchir une barre à 5,75 m et décroche l'or. Il devient alors le 8e athlète français champion olympique en athlétisme et le premier tricolore à s'imposer dans une épreuve de saut. Dans l'histoire du saut à la perche, il restera celui qui a demandé pour la première fois en compétition officielle une barre à 6 mètres. Et c'est la fin du match et de cette 58e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport, fin du match. Fin du match de cette 58e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Et on va commencer du 15 au 21 juillet avec du tennis et le tournoi ATP 500 d'Hambourg. Et alors on enchaîne après le 17 juillet avec l'étape du Tour en cyclisme, 17e étape Saint-Paul-Trois-Châteaux super dévolu, 178 km. Le 18 juillet, vous pouvez retrouver du cyclisme toujours avec le Tour de France et la 18e étape entre Gap et Barcelonnette, une étape de 180 km. Alors du 18 au 21, il y aura aussi le golf avec le British Open. Le 19 juillet du cyclisme, encore avec le Tour de France et la 19e étape entre Embrun et Isola 2000, une étape de 145 km. Il y aura aussi du rugby avec la finale du mondial U20 où l'Angleterre affrontera la France. Du basket féminin pour la préparation des Jeux Olympiques où la France affrontera le Japon. Et enfin du basket, toujours pour la préparation des Jeux Olympiques où la France affrontera cette fois le Canada. Et oui, après on aura du 19 au 21, reprise avec la Formule 1 et le Grand Prix de Hongrie en Hungaring. Le 20 juillet, vous pouvez suivre de l'athlétisme avec le Grand Prix Aviva de Londres, de la Formule 1 avec le championnat du monde à Londres en Grande-Bretagne et du cyclisme, encore une fois avec le Tour de France et la 20e étape entre Nice et le col de la Couillole, une étape de 133 km. Et le 21 juillet, le cyclisme bien sûr, Tour de France avec cette belle arrivée du Tour de France exceptionnel qui arrive donc à Nice avec cette 21e étape qui sera de Monaco à Nice, 33 km 7, une véritable arrivée au contre-la-montre qui nous rappellera quelques années en arrière Greg LeMond et Laurent Fignon.
Nous aurons aussi en basket, en préparation des JO, un match avec la France contre l'Australie. Et le 24 juillet, vous pourrez suivre les premiers matchs des Jeux Olympiques avec notamment du football où la France affrontera les États-Unis chez les hommes. Et oui, on enchaîne aussi en football toujours, mais là ça sera chez les femmes avec le France-Colombie, premier match des Jeux. Et en handball aussi, JO toujours, Hongrie-France, les premiers matchs pour les filles. Du 26 au 28 juillet, de la Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique, du karting avec le championnat de France FFSA à Muret, catégorie nationale senior master gentleman. Et le 26 juillet, c'est la grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui est attendue depuis de nombreuses années avec cette fameuse descente le long de la Seine. Voilà, une belle journée à regarder, l'ouverture de ces Jeux Olympiques à marquer sur votre agenda. À suivre le 27 juillet, les Jeux Olympiques avec du football homme. La France affrontera la Guinée, du rugby à 7 avec la finale homme, du handball toujours pour les Jeux Olympiques où la France, chez les hommes, affrontera le Danemark, du hockey sur gazon, toujours chez les hommes où l'Allemagne affrontera la France et les Pays-Bas affronteront la France pour les féminines. Alors le 28 juillet, toujours on est lancé dans les Jeux maintenant, football avec le France-Canada féminin et handball JO, toujours France-Pays-Bas féminin. Et info dernière, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Yann Delegue, organisateur de l'événement Water Rugby, ancien joueur du Stade Toulousain et ex-ouvreur des Bleus. Bonjour Yann et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Jeanne, cette semaine, il y a eu une organisation dont tu es le responsable qui se passait à Toulouse pour la 6e fois. C'est un événement, le Water Rugby, qui est considéré comme le plus grand festival de rugby sur l'eau au monde et qui se déroule sur la Garonne. Peux-tu nous expliquer ce que c'est que le Water Rugby et comment cette discipline est née ? Alors effectivement, c'est quand même un concept de barge, comme on dit, puisqu'on joue sur une barge, sur une plateforme flottante, sur l'eau, en l'occurrence sur la Garonne à Toulouse. Comment on a fait la genèse de l'événement? C'est très simple. Avant cet événement-là, je créais des événements de rugby sur neige dans les stations de ski. Et lors de cette fameuse 3e mi-temps qu'on vit toujours après les matchs, avec quelques copains rugbyman, on s'est dit que ce serait bien l'été de jouer sur l'eau. Alors on s'est dit comment on pourrait faire, on a un peu réfléchi à ça. Et puis finalement, je suis parti d'un titre privé en vacances en Thaïlande. Et dans un petit port de pêche, j'ai vu une plateforme sur l'eau, toute petite, avec 2 petites cages aux extrémités, des enfants qui jouaient. J'ai dit ça y est, je tiens le concept, je vais faire ça en beaucoup plus grand, mettre de la pelouse synthétique dessus, des potons de rugby, et on va faire un grand festival de rugby avec une grande plateforme qui fait 40 mètres de long, 35 de large, et donc on joue au rugby dessus, c'est du rugby à toucher, et on plonge littéralement à l'eau pour marquer les essais. Alors, donc en fait, tu as profité de la fonte des neiges pour arriver sur l'eau, quoi, tout simplement. C'est un petit peu ça, du réchauffement climatique. Comment ça s'est implanté justement à Toulouse? Alors bien sûr, tu es toulousain, j'imagine, mais plus particulièrement le choix sur les quais de la Dorade. En fait, quand j'ai monté le projet, j'ai commencé par faire 2 événements itinérants, donc de Montpellier à Perpignan. On bougeait chaque jour la plateforme de port en port, et puis on avait quand même assez de difficultés parce qu'on était lié à la météo, on était lié aussi à un bateau remorqueur qui prenait la plateforme chaque soir pour l'amener dans une ville différente le lendemain matin. C'était un projet très très lourd, donc on a fait ça pendant 2 ans avec certaines difficultés. Je me suis dit le concept faut qu'il change et il faut qu'on soit dans la même ville pendant 3-4 jours, et donc on a choisi Toulouse parce que c'est quand même la capitale du rugby en France, sûrement en Europe et peut-être même dans le monde, et donc où il y a à la fois beaucoup de joueurs mais aussi beaucoup de passionnés. Donc c'est pour ça j'ai appelé la mairie de Toulouse pour leur proposer ce projet-là. Ils ont accepté, aujourd'hui ils sont très contents puisqu'ils renouvellent chaque année cette opération-là, et donc c'est comme ça que ça a démarré. On va parler un petit peu là pour les gens qui nous écoutent. Quelles sont les règles et les spécificités de ce fameux Water Rugby par rapport au rugby traditionnel? Déjà c'est un sport pour la promotion du rugby qui se veut festif, convivial, facile à regarder, facile à comprendre. Donc les règles, c'est du rugby à toucher 5 contre 5, c'est des équipes de 8, donc il y a 3 remplaçants. Et comme une équipe marque un essai, il manque un joueur sur la plateforme puisqu'il est dans l'eau, et c'est le remplaçant vite qui rentre pour jouer. Donc c'est un sport qui est très dynamique, pas de droit de jouer au pied, pas de droit de plaquage, le ballon est toujours en mouvement, les matchs sont courts, c'est des matchs qui durent à peu près une dizaine de minutes, et les matchs s'enchaînent puisque c'est différents tournois tout au long des 4 jours de l'événement toulousain. Et tout le monde peut jouer en fait, il n'y a pas de limite. C'est justement ça qui est génial pour la promotion du rugby, c'est que c'est même pas tout le monde peut jouer, c'est que tout le monde joue. C'est-à-dire que dans notre festival de rugby, justement, à l'Eden Park Water Rugby, le jeudi, ça commence avec des étudiants, qui ont leur propre tournoi. Il y avait 25 équipes étudiantes cette année. Le vendredi, c'est le tournoi des entreprises avec 36 entreprises qui ont participé, et c'est là où les joueurs internationaux commencent à arriver et qui jouent avec ces entreprises, justement. Et le samedi et dimanche, c'est un tournoi amateur. Alors tout ça, c'est mixte, c'est garçons, filles mélangés. 2 tournois amateurs
sur le samedi et le dimanche, de l'initiation pour les enfants. Il y a même du rugby fauteuil en exhibition le vendredi et le samedi. Et puis après, place aux anciens internationaux, aux légendes du rugby français et étranger, pour venir faire le show pendant 2 heures en fin d'après-midi, le samedi et le dimanche. Donc c'est vraiment tous les rugby. Quand je dis tous les rugby, c'est tous ceux qui jouent, garçons, filles, en situation de handicap, les enfants, tout le monde. Mais aussi c'est un événement pour les fans de rugby, puisque c'est un événement gratuit et les gens viennent justement voir tous ces tournois qui sont proposés. Donc ça a beaucoup de succès à Toulouse grâce à ça. C'est plus de 1100 joueurs et joueuses qui participent pendant ces 4 jours. Alors les résultats un peu de ce week-end, l'ambiance, la météo, comment vous avez géré ces 4 jours? On avait un petit peu peur par rapport à la météo. Finalement, on s'en est même très très bien sorti, puisque jeudi, vendredi, il y a fait de très belles journées. Samedi, ça a été un petit peu plus difficile puisque le temps était un peu à la grisaille avec quelques gouttes de pluie qui sont tombées. Et dimanche, il y a de nouveau fait très très beau. Donc c'est une très très belle réussite. Tout le monde a pu profiter de l'événement sportif, mais aussi du village des partenaires avec plein de stands, plein d'animations pour le plus grand plaisir des familles qui viennent en nombre. Donc vous n'avez pas eu de problème avec la qualité de l'eau? Ah non, on n'a eu aucun problème avec la qualité de l'eau. Vous avez pu vous baigner sans aucun problème. Alors quels sont les projets de l'avenir de ce water rugby? Parce que est-ce que tu penses que ça peut donner des idées à d'autres régions? Comment tu vois les choses, toi? Déjà, le premier projet, c'est de renouveler l'opération de Damien Noné à Toulouse. Donc là, on a signé un partenariat avec 3 ans avec la mairie de Toulouse. Donc ça, déjà, c'est bien. C'est un rendez-vous incontournable maintenant pour les Toulousains, et ça va même bien au-delà parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir de beaucoup d'endroits. Et puis après, dans la progression, il y a d'autres progressions possibles, effectivement, ou d'aller dans d'autres villes, en France ou ailleurs d'ailleurs. Et puis, il y a aussi peut-être de refaire ce concept-là, mais avec d'autres sports, à voir, à définir aussi dans les années à venir. Tu veux mettre tout le monde à l'eau, en fait. On est passé du sable, maintenant, toi, tu passes à l'eau. Exactement, c'est ça. Un dernier mot que tu pourrais donner aux gens qui sont un peu dubitatifs, qui se disent un peu qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager, soit à venir voir, soit à venir, en fait, pratiquer? Je pense que la meilleure chose, c'est de vivre l'événement. Donc, la chance qu'on a, c'est que c'est un spectacle qui est gratuit. Les gens peuvent venir gratuitement regarder tout ça. Donc, c'est avoir une première expérience, peut-être en tant que spectateur au début, et puis très vite, ils vont voir l'ambiance, ils vont voir la convivialité qui règne durant ces 4 jours. Ils vont voir aussi la proximité des joueurs internationaux avec le public, et forcément, ça donne envie à la fois de regarder, mais ça donne aussi envie de participer. Non, pas encore aux Jeux Olympiques, mais bon, ça peut te donner des idées un peu plus haut aussi. Ouais, pourquoi pas. C'est pas le but qui est recherché. Le but, c'est vraiment de la promotion du rugby par un moment décalé. Sympa. Mais alors, pour les renseignements, les gens qui veulent venir te voir, moi j'ai une adresse mail, tu me dis, adresse du site, c'est waterrugby.com, ou est-ce que tu as autre chose à nous donner? Exactement. Il y a waterrugby.com, puis après il y a tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, voilà, on est sur tous les réseaux sociaux. On met pas mal de vidéos, de photos, ça alimente beaucoup de choses pour que les gens nous suivent et partagent notre expérience. Merci beaucoup Yann pour ces explications passionnantes. Nous vous souhaitons à toute l'équipe beaucoup de succès pour les prochaines éditions du Water Rugby à Toulouse. Je vous remercie. Merci à Mathias Franz, Clément Boulot, Sophie Raffi, Benoît Gaillet, Delphine Delrue, Bertrand Delas, Gaëtan Prime et Antoine Delegue pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport? C'est la fin de cette 58e émission de Et si on parlait de sport? Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux et vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Et oui, un grand merci aussi à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semperconnect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci aussi à François Guilloux pour son apport musical à la Minute Olympique. Et merci Pauline, qui est journaliste et co-animatrice de l'émission avec moi. Merci pour ton aide précieuse à la préparation, à la réalisation de ces émissions. Merci à toi Laurent. Et la semaine prochaine, toute l'équipe de Et si on parlait de sport se met au vert en phase pré-olympique. Exceptionnellement, il n'y aura donc pas d'émission, mais nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Tout au long de l'été, nous vous proposerons des émissions spéciales consacrées aux Jeux Olympiques et Paralympiques avec des invités issus de différentes disciplines. Ensemble, nous décrypterons les résultats et les médailles de nos athlètes français. Merci de votre fidélité et à très vite pour une saison estivale qui s'annonce exceptionnelle sur Et si on parlait de sport.